Une poussière rouge se lève, un axe intérieur est lancé. Le 16 décembre 2025, à Yimdi, une route de 332 km, financée sans prêt extérieur grâce aux ressources aurifères nationales, est présentée comme la première vertèbre d'une Afrique qui trace ses propres lignes, tout en exposant un corridor stratégique inédit. Mais une infrastructure qui accélère les échanges, modifie aussi les équilibres de sécurité, de contrôle territorial et de pouvoir politique, en transformant un simple ruban de bitume en artère sensible. Que change réellement ce pari pour la prospérité et la souveraineté? Et jusqu'où Ibrahim Traoré peut-il maintenir cette équation sous contrainte? Si l'architecture tient, elle redéfinit le Sahel. Cette séquence promet plus qu'un récit d'infrastructure. Elle propose de montrer comment une décision apparemment technique peut recomposer en un seul geste des équilibres économiques, sécuritaires et politiques longtemps traités séparément. L'enjeu pour le spectateur est clair, comprendre ce qui se joue réellement derrière l'annonce spectaculaire d'une route intérieure financée sans recours à des prêts conditionnés et mesurer ce que cette méthode change dans un espace sahélien marqué par la dépendance extérieure et l'instabilité. Au cœur de la promesse se trouve une question simple. Une stratégie peut-elle rester cohérente lorsqu'elle lie financement interne, contrôle territorial et calendrier politique sans filet extérieur? L'intérêt n'est pas de juger l'intention, mais d'observer la mécanique, ses points d'appui et ses fragilités potentielles. En suivant cette trajectoire pas à pas, le propos vise à éclairer ce que gagne un État lorsqu'il accélère volontairement et ce qu'il risque lorsqu'il transforme chaque chantier visible en indicateur permanent de crédibilité. En moins de 2 semaines de décembre 2025, 3 décisions liées entre elles ont redessiné un même schéma stratégique. Une route de 332 km, l'exclusion des entreprises étrangères des chantiers nationaux, puis l'annonce d'une force multinationale de 5000 hommes ne relève pas d'initiatives dispersées, mais d'une séquence pensée comme un tout. Ce mini-révélateur change la lecture du projet. L'axe routier n'est pas présenté comme une simple infrastructure logistique, mais comme le premier élément visible d'une architecture où économie, sécurité et pouvoir politique avancent au même rythme. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu dépasse largement le bitume. Il s'agit de tester la capacité de l'État à agir sans relais extérieur, tout en assumant l'exposition stratégique que cela implique. Le contexte régional éclaire cette logique. Pendant des décennies, les grands axes sahéliens ont surtout servi à acheminer des ressources vers l'extérieur, rarement à structurer des échanges internes ou une défense territoriale cohérente. Relier 2 villes ne signifiait pas nécessairement renforcer l'État. Cette orientation a façonné une géographie dépendante, vulnérable et souvent dictée par des priorités extérieures. Dans ce cadre, financer une autoroute intérieure sans prêt extérieur prend une valeur politique particulière. Le geste rompt avec un modèle hérité où capitaux, routes et sécurité répondaient à des agendas exogènes. L'enchaînement rapide des annonces n'est pas accidentel. Il réduit les marges de contestation et empêche le retour discret des anciens mécanismes de dépendance. Cette accélération soulève toutefois une interrogation centrale. Si la route structure l'économie et appelle une protection coordonnée, l'État dispose-t-il des capacités organisationnelles pour tenir simultanément ses promesses? C'est cette question, ouverte dès cette phase, qui conditionne la suite de la trajectoire portée par Ibrahim Traoré. Sur le terrain, la stratégie prend forme loin des annonces officielles. Ingénieurs locaux, chefs de chantier issus du génie militaire et entrepreneurs burkinabés deviennent les premiers visages visibles de cette approche intégrée. Leur rôle ne se limite pas à l'exécution technique. Ils traduisent une vision politique en kilomètres réels, en délais tenables et en décisions quotidiennes prises sous forte exposition publique. L'exclusion des entreprises étrangères modifie immédiatement les chaînes de responsabilité. Les circuits administratifs se raccourcissent, les arbitrages remontant plus vite, et la frontière entre décisions civiles et impératifs sécuritaires s'estompe. Cette proximité accélère la coordination, mais elle accroît aussi la pression. Chaque tronçon achevé devient une preuve tangible de capacité, chaque ralentissement un signal exploitable par les critiques. Pour les équipes mobilisées, l'impact est autant organisationnel que symbolique.
Moins d'intermédiaires signifie davantage d'autonomie, mais aussi une responsabilité directe sur la qualité et les délais. Le chantier cesse d'être un dossier parmi d'autres, pour devenir un indicateur permanent de crédibilité étatique. Cette visibilité transforme le quotidien du travail, réunions plus fréquentes, décisions plus centralisées et arbitrage budgétaire étroitement surveillé. À ce stade, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un simple annonceur que comme un chef d'orchestre. Il relie infrastructure, sécurité et calendrier politique dans une même séquence, assumant que les premiers résultats, même partiels, pèseront lourd dans la perception intérieure et régionale. Concrètement, cela signifie que la stratégie ne se juge plus sur l'intention, mais sur la capacité à livrer sous contrainte. Avant décembre 2025, l'axe Ouagadougou-Bobo-Dioulasso existait surtout comme une intention technique. Il figurait dans des plans, revenait dans des discours, puis était reporté faute de financement clair et de consensus politique durable. Après la mi-décembre, le statut change brutalement. La route cesse d'être un dossier pour devenir un chantier visible, engagé et présenté comme irréversible. Ce basculement marque le déclenchement de la séquence. Le 14 décembre 2025, l'annonce de l'exclusion des entreprises étrangères des projets routiers stratégiques agit comme un verrou. Elle transfère officiellement la maîtrise d'ouvrage vers les acteurs nationaux et le génie militaire. 2 jours plus tard, le lancement public de l'autoroute de 332 km à Yimdi transforme cette décision administrative en acte politique assumé. Le calendrier est resserré, la visibilité maximale et le retour en arrière rendu coûteux. L'apogée intervient lorsque l'infrastructure est explicitement liée à la sécurité. Ibrahim Traoré présente la route non seulement comme un vecteur économique, mais comme un axe vital qui doit être protégé de manière coordonnée. Cette articulation culmine avec l'annonce, le 20 décembre 2025 à Bamako, de la création d'une force unifiée de l'Alliance des États du Sahel forte de 5000 hommes. L'asphalte devient artère, la force commune devient bouclier. La puissance de la séquence tient à son rythme. En moins d'une semaine, 3 décisions structurantes se répondent et s'auto-justifient. La route appelle l'exclusion des firmes étrangères, qui appellent à son tour une justification sécuritaire. Cette accélération réduit les marges de contestation, tant à l'intérieur qu'au niveau régional, en empêchant les oppositions de se cristalliser sur un seul point isolé. Les premières répliques apparaissent rapidement. Sur le plan interne, l'administration et les entreprises locales doivent absorber une charge nouvelle avec des attentes élevées en matière de délai et de qualité. La responsabilité est désormais directe et visible. Chaque retard, chaque défaut technique ou chaque incident sécuritaire est interprété à l'aune de cette stratégie intégrée. À l'extérieur, partenaires et voisins observent une inflexion nette. Le Sahel ne présente plus ses projets comme des opportunités à financer, mais comme des choix déjà actés. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré assume une exposition maximale. En liant étroitement économie, infrastructure et sécurité, il accepte que les succès, comme les failles, soient lus comme des indicateurs politiques permanents. La route devient plus qu'un chantier. Elle devient un test de cohérence, un révélateur de capacité étatique et un marqueur de crédibilité régionale. La dynamique est enclenchée et ses effets commencent à dépasser le cadre du bitume pour toucher la grammaire même du pouvoir. La stratégie gagne en lisibilité lorsqu'elle est ramenée à quelques ordres de grandeur précis. 3 chiffres structurent le raisonnement officiel et servent de point d'ancrage pour juger la faisabilité plutôt que l'intention. D'abord, il s'agit de la base de financement. La production aurifère nationale est présentée comme ayant augmenté de 58% en 2025 pour dépasser 70 tonnes, fournissant une ressource budgétaire nouvelle sans recours à des prêts conditionnés. Cette donnée n'est pas mobilisée pour impressionner, mais pour établir un socle de financement interne présenté comme durable à court terme. Ensuite, l'attention se porte sur l'infrastructure elle-même. Le chantier de l'axe Ouagadougou-Bobo-Dioulasso est annoncé comme intégralement financé sur fonds publics avec une enveloppe prévue de 200 milliards de francs CFA dans le budget 2026. Mis en regard des pratiques antérieures, ce montant vise à démontrer qu'un État sahélien peut engager une dépense lourde sans hypothéquer sa souveraineté financière.
l'argument est simple. Une route existe ou n'existe pas, indépendamment de promesses de décaissement extérieur. Enfin, un repère chiffré éclaire la dimension sécuritaire. La force unifiée de l'Alliance des États du Sahel est annoncée avec un effectif initial de 5000 soldats placés sous un commandement intégré. Pour Ibrahim Traoré, ce seuil n'est pas présenté comme une démonstration de puissance brute, mais comme une masse critique jugée suffisante pour sécuriser des axes vitaux et des installations stratégiques. La logique repose sur l'idée qu'une force limitée mais coordonnée vaut davantage qu'une multitude d'unités dispersées. Pris isolément, chacun de ces chiffres reste discutable. Ensemble, ils forment une chaîne argumentative cohérente. L'or finance l'infrastructure. L'infrastructure justifie la protection. La protection sécurise les sources de revenus. Cette circularité cherche moins à promettre un succès garanti qu'à déplacer le débat vers la cohérence interne du modèle. Les soutiens peuvent s'appuyer sur des repères mesurables, tandis que les critiques sont invités à interroger la capacité à maintenir ces niveaux dans le temps. Cette mise en chiffres a aussi une fonction politique. Elle transforme chaque indicateur en point de contrôle permanent. Une variation des recettes minières, un dépassement budgétaire ou une fragilisation sécuritaire devient immédiatement lisible comme un test de la stratégie globale. En liant données économiques et choix sécuritaires, le pouvoir accepte que sa trajectoire soit évaluée en continu. La question centrale n'est donc plus de savoir si le modèle est ambitieux, mais s'il peut rester stable lorsque les paramètres externes évoluent. Les critiques les plus structurées ne portent pas sur l'intention, mais sur la viabilité. Une première objection vise la soutenabilité économique d'un modèle fondé sur l'autofinancement. Selon cette lecture, engager simultanément une infrastructure lourde, une montée en puissance militaire et un programme industriel expose l'État à une tension budgétaire excessive. Une dépendance accrue aux revenus miniers rendrait l'ensemble vulnérable aux fluctuations des prix internationaux, avec le risque de devoir ralentir brutalement les projets si les recettes se contractent. Une seconde objection concerne la dimension sécuritaire. Regrouper des moyens militaires autour d'axes économiques majeurs pourrait transformer ces corridors en cibles prioritaires. Dans cette perspective, une force multinationale de 5000 hommes apparaît symboliquement forte, mais opérationnellement limitée face à des menaces diffuses et mobiles. L'intégration entre développement et défense serait alors plus déclarative qu'efficace, exposant l'infrastructure à des tests répétés et coûteux. Ces critiques sont prises au sérieux dans le discours officiel, précisément parce qu'elles touchent au point de fragilité classique des stratégies de souveraineté accélérée. La réponse ne consiste pas à nier le risque, mais à le reformuler. Du point de vue du pouvoir, l'alternative n'est pas entre dépendance et sécurité parfaite, mais entre vulnérabilité passive et risque assumé. Concentrer des ressources sur des axes précis accroît l'exposition, mais améliore la lisibilité stratégique et la capacité de réaction coordonnée. Sur le plan budgétaire, l'argument repose sur l'intégration verticale. L'or n'est plus présenté comme une simple source de devises, mais comme un actif structurant destiné à financer des capacités productives et défensives. Cette approche vise à réduire la dispersion des dépenses et à transformer chaque investissement en multiplicateur potentiel, même sous contrainte. Sur le plan sécuritaire, l'accent est mis sur la coordination plutôt que sur la masse. Pour Ibrahim Traoré, une force unifiée dotée d'un commandement clair et de mécanismes de renseignement partagés offre une efficacité supérieure à des dispositifs fragmentés. Le danger n'est pas censé disparaître, mais devenir plus prévisible et plus gérable. Le débat reste ouvert, et c'est précisément cette tension qui prépare le point de bascule de la séquence. À ce point de la séquence, la lecture bascule. L'infrastructure cesse d'être comprise comme un projet à protéger après coup et apparaît comme un dispositif pensé dès l'origine pour synchroniser économie, sécurité et commandement politique dans un même espace continu. La révélation n'est pas dans une annonce supplémentaire, mais dans la cohérence rétroactive de l'ensemble. L'autoroute devient une artère logistique. Elle permet des déploiements plus rapides, une surveillance accrue et une réduction des délais d'intervention entre centres décisionnels et zones périphériques.
En structurant l'espace, elle structure aussi le temps. Des territoires auparavant traités séparément entrent dans un même rythme opérationnel. Cette lecture modifie le sens des décisions précédentes. L'exclusion des entreprises étrangères ne vise plus seulement l'autonomie économique. Elle garantit la maîtrise complète d'un système où chaque composant, du chantier à la protection, reste sous contrôle national ou régional. De la même manière, la force multinationale n'est plus un ajout sécuritaire, mais une pièce intégrée dès la conception du projet. Ibrahim Traoré présente cette articulation comme un changement de grammaire du pouvoir. Il ne s'agit plus de juxtaposer développement et défense, mais de les fondre dans une architecture unique, lisible et assumée. À partir de ce moment, la question centrale n'est plus de savoir si la route sera achevée, mais ce que produit un État lorsqu'il pense infrastructure et sécurité comme un seul système. Les effets de cette architecture intégrée se lisent différemment selon les acteurs concernés. Pour l'État d'abord, la conséquence est institutionnelle. En reliant financement, infrastructure et sécurité dans un même cadre, le pouvoir central gagne en capacité de pilotage et en visibilité stratégique. Les décisions budgétaires, autrefois dispersées entre priorités concurrentes, se trouvent alignées autour d'axes identifiés. Ibrahim Traoré présente cette cohérence comme un moyen de réduire les arbitrages improvisés et de transformer chaque dépense en signal politique lisible, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Cette centralisation renforce la lisibilité, mais elle accroît aussi la responsabilité directe du sommet. Pour les entreprises et acteurs économiques nationaux, l'impact est immédiat et ambivalent. L'exclusion des firmes étrangères ouvre un espace inédit aux entrepreneurs locaux, aux bureaux d'ingénierie et aux corps techniques nationaux. Ils accèdent à des projets d'envergure auparavant hors de portée. En contrepartie, la pression sur la qualité, les délais et la fiabilité augmentent fortement. L'échec ne peut plus être imputé à des partenaires extérieurs. La montée en compétences devient une condition de crédibilité économique, non un objectif abstrait. Dans ce cadre, l'infrastructure agit comme un révélateur, distinguant les capacités durables des effets d'aubaine. Pour les citoyens, les conséquences se mesurent à deux niveaux. À court terme, une autoroute intérieure promet une réduction des temps de déplacement, une circulation plus fluide des biens et une présence étatique plus visible le long des axes. À moyen terme, le renforcement sécuritaire modifie la perception de l'État, perçu moins comme un acteur lointain que comme une autorité capable d'assurer continuité et protection. Cette évolution nourrit des attentes élevées. Chaque retard, chaque incident ou chaque restriction d'usage est immédiatement interprété comme un test de crédibilité politique. À l'échelle régionale, enfin, l'effet dépasse les frontières nationales. En affirmant que les corridors économiques stratégiques doivent être protégés par une force coordonnée, la stratégie portée par Ibrahim Traoré introduit une norme nouvelle dans un espace longtemps fragmenté. Les voisins observent un modèle qui lie souveraineté et intégration régionale sans passer par des cadres financiers ou sécuritaires dominés de l'extérieur. Cette posture modifie les rapports de force en substituant à la logique de dépendance une logique de bloc solidaire, encore expérimentale mais fortement symbolique. Pris ensemble, ces impacts montrent que la stratégie ne produit pas un bénéfice unique, mais une série de transformations imbriquées. Chacune comporte ses gains et ses coûts, et aucune ne peut être évaluée isolément. C'est dans cet entrelacement que se joue la solidité ou la fragilité de l'ensemble. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, la trajectoire esquissée peut évoluer selon plusieurs configurations plausibles. Ces scénarios ne prétendent pas prédire l'avenir, mais aider à lire les signaux faibles et les points de bascule d'une stratégie encore en phase d'exécution. Le scénario de base repose sur une continuité maîtrisée, les travaux de l'axe avancent par tronçon, la coordination sécuritaire se stabilise autour des corridors prioritaires et les financements internes restent suffisants pour tenir le calendrier annoncé. Dans cette configuration, l'État consolide progressivement sa crédibilité opérationnelle. Les annonces se raréfient au profit de livrables visibles et l'attention se déplace vers la maintenance, la gouvernance quotidienne et l'ajustement fin des dispositifs de protection. La stratégie se normalise sans bouleverser immédiatement l'équilibre régional. Un scénario
Plus favorable suppose un alignement simultané de plusieurs leviers. Les recettes issues des ressources minières confirment leur dynamisme, permettant de lisser les dépenses et d'accélérer certains chantiers connexes. La force multinationale améliore sa coordination, réduisant les incidents le long des axes stratégiques. Cette convergence produit un effet d'entraînement. Investissements nationaux plus visibles, circulation accrue des biens et perception régionale d'un modèle reproductible. L'infrastructure cesse alors d'être un symbole pour devenir un multiplicateur économique et politique. A l'inverse, un scénario plus fragile repose sur une accumulation de frictions, une contraction des revenus attendus, des retards techniques ou des incidents sécuritaires ciblés peuvent fragiliser la chaîne logique reliant financement, protection et développement. Les corridors deviennent des points de tension, sollicitant des arbitrages budgétaires rapides et coûteux. La pression politique augmente et chaque ajustement est perçu comme un recul plutôt que comme une correction. Le risque principal n'est pas l'échec total, mais l'érosion progressive de la crédibilité. Face à ces trajectoires possibles, une recommandation de méthode s'impose. Traiter l'infrastructure et la sécurité comme des actifs à rendement différé, exigeant des décisions sobres, lisibles et réversibles. Dans un environnement incertain, la capacité à prioriser et à séquencer peut compter autant que la vitesse initiale. C'est cette discipline qui déterminera la marge de manœuvre réelle dans le temps. Cette séquence n'affecte pas tous les publics de la même manière, et c'est dans ces résonances différenciées que se joue une partie de sa portée réelle. Pour les citoyens urbains et périurbains, l'enjeu est d'abord concret. Une autoroute intérieure signifie potentiellement moins d'isolement, des marchés plus accessibles et une circulation plus prévisible. Mais cette promesse ne prend sens que si la sécurité reste suffisamment stable pour que les usages civils ne soient pas relégués au second plan. Le bénéfice attendu est simple, que la mobilité quotidienne gagne en fiabilité plutôt qu'en tension. Un autre public clé regroupe les acteurs économiques locaux, artisans, transporteurs et entrepreneurs de taille moyenne. L'ouverture des chantiers aux entreprises nationales crée des opportunités inédites, mais elle impose aussi une montée en compétences rapide. La question n'est plus seulement d'obtenir des contrats, mais de tenir des standards techniques et des délais sous forte visibilité politique. Dans ce cadre, l'infrastructure devient un révélateur. Elle distingue les capacités durables des effets d'aubaine et redéfinit les attentes envers le secteur privé local. Enfin, le regard des observateurs régionaux et de la diaspora pèse aussi dans la lecture du projet. Pour eux, la stratégie déployée sert de test grandeur nature sur la possibilité d'un modèle moins dépendant des financements conditionnés. Le projet est scruté non seulement pour ses résultats, mais pour sa méthode. Articulation entre ressources internes, sécurité et intégration régionale. Ces regards croisés produisent une même exigence. Au-delà des symboles, ce sont les mécanismes de gestion quotidienne, la continuité des usages civils et la capacité d'ajustement qui conditionneront l'adhésion durable. L'expérience invite moins à l'adhésion automatique qu'à une observation attentive, informer et comparer. À ce stade, la stratégie ne peut se maintenir que si elle se traduit en processus clair et mesurable. D'abord, tout se joue dans la gouvernance du corridor. Les rôles doivent être explicitement définis. Le pouvoir central fixe les priorités et les enveloppes, les entreprises nationales et le génie militaire assurent l'exécution, et des mécanismes d'audit interne suivent coût, délai et qualité. Cette clarté vise à éviter la dilution des responsabilités qui fragilise souvent les projets d'infrastructure de grande ampleur. Ensuite, la synchronisation entre sécurité et économie devient décisive. Les unités chargées de la protection des axes sont positionnées en fonction des flux réels et non d'un simple découpage administratif. L'objectif est de garantir la continuité d'usage civil tout en maintenant une capacité de réaction rapide. Dans cette logique, la sécurité n'est pas pensée comme un état permanent de tension, mais comme une fonction de soutien au fonctionnement normal du corridor. Puis, la question du financement impose une discipline explicite. Les recettes issues des ressources minières doivent être affectées selon des règles explicites avec des seuils d'alerte prédéfinis en cas d'écart. Cette discipline budgétaire permet d'ajuster le rythme des travaux sans remettre en cause l'ensemble de la trajectoire.
Ibrahim Traoré insiste sur ce point pour transformer une promesse politique en processus mesurable et vérifiable. Parallèlement, la montée en compétences doit suivre le même rythme que le chantier. Former ingénieurs, techniciens et cadres intermédiaires devient une priorité parallèle au chantier lui-même. Cette transmission conditionne la maintenance future et la reproductibilité du modèle. Enfin, l'évaluation continue complète l'ensemble. Des indicateurs simples, usage, sécurité, coûts et délais servent de base à des ajustements réguliers. Cette feuille de route ne garantit pas le succès, mais elle offre un cadre pour apprendre sans rompre. Le récit revient alors à son point de départ, loin des chiffres et des annonces. Sur le chantier, les machines, la poussière rouge et les équipes locales rappellent que la stratégie se joue d'abord dans la durée et dans l'effort quotidien. Chaque tronçon achevé engage une crédibilité concrète, non seulement face à l'État, mais devant les communautés qui longent l'axe et attendent des résultats tangibles. L'infrastructure cesse d'être un symbole abstrait pour devenir un travail visible, parfois fragile, toujours exposé. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît comme le point de convergence de cette architecture. En liant publiquement son nom à une stratégie aussi intégrée, il accepte que la route, la sécurité et l'économie soient jugées ensemble, sans compartiment possible. Cette exposition personnelle transforme l'axe routier en engagement politique durable, difficile à diluer avec le temps. Les succès, comme les retards, prennent une dimension qui dépasse largement le chantier lui-même. Le motif initial se clarifie alors. Bâtir par ses propres moyens n'est pas seulement une affirmation de souveraineté, mais une mise à l'épreuve collective. Ce ne sont ni les slogans, ni les discours qui feront foi, mais la constance, la correction des écarts et la capacité à tenir sous contrainte. À ce niveau concret, la mémoire de cette séquence commencera réellement à se former. À ce stade, l'expérience en cours n'appelle ni adhésion automatique, ni rejet réflexe. Elle invite à une lecture patiente, attentive aux mécanismes plus qu'aux symboles. Route, sécurité et financement forment désormais un système observable, mesurable et discutable dans le temps. Suivre son évolution consiste moins à commenter chaque annonce qu'à examiner la cohérence entre les décisions, les usages civils réels et la capacité à corriger les écarts sans rompre l'ensemble. Pour les sociétés concernées, comme pour les observateurs extérieurs, l'enjeu est collectif. Observer comment un État articule souveraineté, intégration régionale et contraintes budgétaires permet de nourrir un débat plus large sur les marges de manœuvre possibles dans des contextes similaires. L'expérience portée par Ibrahim Traoré pose des questions qui dépassent le cas burkinabé, sans fournir de réponse toute faite. Reste alors une invitation simple. Regardez l'exécution avant de juger l'intention. Comparer les résultats plutôt que les discours. Et s'interroger, calmement, sur ce que cette trajectoire révèle des choix possibles entre prudence graduelle et audace assumée. Jusqu'où un État peut-il aller dans l'affirmation de sa souveraineté sans réduire ses marges d'ajustement, et à partir de quel point la dépendance devient-elle un risque plus grand que l'initiative ?